Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Devilliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour ce nouveau livre, Le jour d'après, ce que je ne savais pas. Et vous non plus, c'est chez Albin Michel. Et ça cartonne, 70 000 ventes déjà. Oui. Bon, il faudra faire aussi bien que l'avant-avant-dernier qui était à plus de 200 000. Là, je suis venu 250, vous raconter. Comment il s'appelait déjà Le celui-là? moment est venu De dire ce que j'ai vu. Ouais. Voilà. Bon, ce qu'on comprend en creux dans ce bouquin, il y a plein de choses évidemment, on va prendre le temps d'en parler. Pour vous, c'est que le monde d'après sera plus que jamais dominé par la big tech qui est américaine. Mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà un petit peu le cas. Aujourd'hui, est-ce que la pandémie n'est pas en train de jouer un rôle d'accélérateur, de catalyseur de tendances qui existaient déjà avant, mais qui nous font passer peut-être effectivement dans un autre monde aujourd'hui? Vous avez raison, et c'est ça qui m'inquiète. Parce que tant que la numérisation, la digitalisation... Elle a du bon puis du fou, la est un digitalisation. moyen. Voilà. Tant qu'elle est un moyen, c'est comme l'électricité. Ouais. Tant que c'est un moyen, tout va bien. Mais quand ça devient une fin, ça devient très dangereux. C'est-à-dire que si par exemple on passe toute la société au télétravail, au téléenseignement, si on considère que la distinction entre les essentiels et les non essentiels doit être pérenne, on entre dans un monde où, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse, au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur, tous les indépendants, et au nom du transhumanisme, on risque de dénaturer l'espèce humaine. Et c'est ça qui me fait peur, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour mettre en garde sur la suzeraineté de la big tech, qui se comporte comme une sorte de messianisme, de théophanie numérique, et qui cherche à nous imposer le contrôle total, avec la complicité de la classe dirigeante, parce qu'un pouvoir faible a toujours tendance à vouloir le contrôle total. Regardez en ce moment la discussion sur les masques. M. Castex nous dit il faudra peut-être, sans doute, continuer à porter les masques, la grippe, etc. Ça veut dire qu'une société masquée, une société bâillonnée, une société avec la muselière, ça va bien pour un pouvoir politique faible. Mais pour une société de liberté, mais en non. Asie, hors Chine, dans plein de pays démocratiques d'Asie, quand il y a des grippes, ils mettent le masque et il n'y a Tout pas à de fait, drame mais non ce n'est plus, pas hein. notre civilisation. Il y avait un papier ce matin dans le Figaro remarquable d'Olivier Babot qui dit « Une société masquée n'est plus une société humaine ». Moi, ce qui me fait peur, pour élargir votre question, c'est qu'on est en train de passer, à la faveur du Covid, d'une société de liberté à une société sous surveillance. Et là, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on revienne à une société de liberté. Mais on rouvre, Et deuxièmement, on rouvre l'économie, on oui, voit bien les mais gens attablés, les sourires qui reviennent quand on est... Et on passe d'une société de voisinage à une société distanciée. Vous dites on rouvre, très bien. En fait, il va y avoir deux files d'attente là. Une joyeuse, vous venez de l'évoquer, on va tous au bistrot, au restaurant, formidable. Mais il y aura une autre file d'attente qui va commencer dans les jours qui viennent, parce qu'on va retirer la perfusion, le shoot. Monsieur Bruno Le Maire, il a distribué l'argent magique, comme dirait. Le ministre des Comptes publics était à votre place mardi, nous a dit on va retirer très progressivement et on va continuer à aider les entreprises qui en ont besoin. Mais de toute façon, il y a un moment donné où les entreprises se trouvant dépouillées, se trouvant désarçonnées, se trouvant endettées, vont se poser la question de leur avenir. Et pour bien connaître le monde des entreprises dans mon département en Vendée, je peux vous dire que la file d'attente, la deuxième file d'attente, elle sera devant le greffe du tribunal du commerce, avec énormément d'entreprises considérées par cette logomachie comme non essentielles et qui vont péricliter. Vous savez, il y a la moitié... Le mur des faillites qu'on nous a promis, on ne l'a pas vu pour l'instant, et beaucoup de banques disent que peut-être parce qu'il y a eu toutes ces aides et qu'elles vont se poursuivre, on parle même que l'État puisse... rentrer ou mettre de l'argent au capital, pourquoi pas des extinctions de dette. Peut-être des solutions seront trouvées. Attendez, non vous faites de l'humour. Deux choses. Premièrement, tous les indépendants qui sont sous perfusion, ils vont devoir faire face à des situations financièrement, économiquement très délicates, parce qu'un bistrot qui s'est arrêté pendant un an, même s'il a eu des aides, bon, dans le milieu que je connais bien, le milieu du tourisme, je peux vous dire qu'il va y avoir une hécatombe. Mais je vais plus loin. Quand j'étais jeune sous-préfet à Vendôme, un jour, Giscard me dit, vous savez, Philippe, une société devient socialiste quand les prélèvements passent à 40%.
À l'époque, on était à 39. Prélèvements obligatoires, les prélèvements obligatoires. Quand il est parti, on était à 44% de prélèvements obligatoires, et maintenant on est à combien? On ne sait plus. Si, on est à 46, 47. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on travaille pour les tâches que... Prélèvement obligatoire, c'est l'ensemble, pardon, il faut le dire, de la fiscalité rapportée au PIB. Voilà. Pardon, Et ça, c'est un critère majeur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est l'asphyxie. Il y a un moment donné où l'entrepreneur qui voudrait revenir en France, j'en connais 2 qui sont actuellement en Asie, et qui disent « ouais, mais non, c'est pas possible ». Donc, la question de la pression de l'État... Donc, oui, mais l'État était là. Mais au Puy du Fou, d'ailleurs, il y a eu un PGE qui a été, bien sûr. qui a été souscrit. Donc voilà, vous avez bénéficié du Puy du Fou. Justement. Et donc, Oui. les mesures de chômage partiel, j'imagine que vous en avez bénéficié dans le cadre du Vous savez Puy du que Fou. pour les parcs d'attractions, M. Bricolage a fait une déclaration tonitruante qui est passée inaperçue. Il a dit... Monsieur Bricolage, c'est monsieur Jean Castex. Et c'est pas péjoratif, hein, mais... Pourquoi Monsieur Bricolage? Parce qu'il bricole. Bon, voilà. Mais c'est pas péjoratif, c'est un métier artisanal tout à fait majeur. Mais simplement, qu'est-ce que ça veut dire, il bricole? Les parcs d'attractions, ils peuvent ouvrir le 19 mai, Oui. mais les attractions pourront ouvrir le 9 juin. Ah. Il a appliqué la jurisprudence des remontées mécaniques. Ouais. Les remontées mécaniques sont fermées, mais on peut skier. Voilà. Et donc, Ce qui a moins de sens sur un parc d'attractions. Non, mais je veux dire, Donc on a affaire à une classe dirigeante qui ne comprend pas le monde de l'entreprise, qui ne comprend pas comment on crée la valeur ajoutée, mais plus grave que ça, et je parle en tant que créateur entrepreneur, ce qui fait, en fait, on ne crée pas de valeur dans une société s'il n'y a pas la valeur ajoutée, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la liberté. La valeur ajoutée, c'est la liberté, c'est-à-dire la création de richesse, c'est pas l'État. Et l'État ne fait plus ce qu'il a à faire. L'État régalien, on a vu la manif hier de la police qui est complètement désespérée. La justice, le régalien, c'est l'angle mort pour vous de c'est la politique du justice, président. l'ordre, la sécurité et la souveraineté. Bon, on a largué notre souveraineté au commissaire de Bruxelles, on a vu ce que ça a donné avec les vaccins. La sécurité n'est plus assurée, tous les Français ont peur, et la police, elle est absolument désespérée, puisque dès qu'elle va dans les quartiers, elle est considérée comme une force d'occupation par des bandes qui veulent détruire la France, en disant que c'est un pays colonial. Voilà. Et donc, le régalien n'est plus entretenu, n'est plus assuré, et en même temps, on ne peut pas dire qu'on soit dans une logique favorable à la création d'entreprises. Et finalement, les mantras du macronisme, la souveraineté européenne, la mondialisation heureuse et la Start-up Nation, elle est en EHPAD. Cette crise, elle va laisser des traces dans l'esprit des Français, alors qu'on s'approche de la présidentielle. Qu'est-ce qui restera? Parce qu'au final, c'est vrai que quand on écoute Olivier Véran, qui nous dit qu'a priori, on pourrait faire tomber le masque d'ici la fin de l'année, et c'est vrai que si on est tous vaccinés, il est possible que la pandémie soit derrière nous, mais vous, ça vous laisse sceptique? C'est-à-dire que qu'est-ce qui restera? On a commis 3 erreurs. Le confinement de masse, il fallait faire un confinement ciblé. C'était possible de faire un confinement bien ciblé? Sûr, bien sûr, il y a des pays qui l'ont fait. Au Moyen-Âge, on confinait les mal portants et non pas les bien portants. Les plus âgés se sont eux-mêmes autoconfinés. Comment? Les plus âgés se sont autoconfinés. Oui, autoconfinés, mais on pouvait, par exemple, dès le début, on savait qu'il y avait un problème pour les comorbidités. Et si on avait ciblé les comorbidités, si on les avait confinées, on aurait évité la catastrophe. Parce qu'en fait, ce que je voudrais dire ici, vous qui connaissez bien l'économie, la grandeur du politique, c'est la vie, c'est le spectre de la vie, toutes les vies. Il y a la vie prophylactique, mais il y a aussi la vie économique, il y a aussi la vie sociale, il y a aussi la vie créative, il y a aussi la vie familiale, la vie culturelle. Le président a voulu sauver des vies. Vous lui en voulez d'avoir voulu sauver des vies? Alors, sauver des vies. À quel prix? Oui, mais on parle des vies qu'on a sauvées, mais on ne parle pas des vies qu'on a perdues. Et des vies qui sont aujourd'hui désespérées, c'est-à-dire que les gens qui sont démoralisés, on ne parle pas de tous les suicides, on ne parle pas de la psychologie du découragement. Si vous voulez, moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, je le lui ai dit et je l'ai écrit, c'est qu'il a laissé se déchirer les tissus de la France industrieuse. Et il a laissé en même temps se dresser un mur invisible entre 2 sociétés, la société traditionnelle et une contre-société qui veut nous détruire. Et il y a ce double discours aussi qui vous dérange. Vous racontez ce fameux dîner de mars 2019 où vous dites dans les yeux ce que vous pensez,
vous êtes le Charles Martel du pauvre. Et c'est là, je vois que c'est un clash, mais c'est là où finalement vos routes se séparent. C'est là où oui, parce que déjà, quand il est venu au Puy du Fou, il a dit « Je viens chercher l'écho profond des ferveurs françaises, des il vous a utilisé, au final, il vous a utilisé. Oui. Et là, maintenant, il parle de déconstruire l'histoire de France. Et quand je lui ai dit ce jour-là, c'est ou l'assimilation ou la mort, c'est-à-dire ou bien on assimile les gens qui veulent devenir français avec notre histoire, notre art de vivre, notre langue, ou bien si on ne le fait pas, on crée un espace expérimental pour le monde entier, mais c'est plus la France. Et oui, il m'a utilisé, mais c'est de bonne guerre. Vous êtes naïf en politique, vous êtes un grand. Oui, je ne suis pas naïf. Simplement, en fait, je me suis laissé utiliser tant que j'ai cru que je pouvais, parce que je suis un optimiste et un homme d'action, et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, et si je peux faire quelque chose, il faut y arriver, quoi. Bon. Et j'avais l'impression par un moment qu'il m'écoutait. Vraiment. Bon. Et je pense que c'était vrai. Mais en même temps, à un moment donné, ça a basculé. Et là, je me suis dit, je ne veux pas servir de caution. Je ne veux pas que les gens qui me disent, mais puisque vous aimez bien Macron, on va nous aller vers lui. Je veux pas que ça soit malhonnête, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est clair. L'amitié. On vous y reprendra plus. L'amitié dans la vérité. Et quand la vérité est trop cruelle, je pense qu'il faut être honnête, quoi. On vous y reprendra plus. Parce que, on le reverra plus en campagne au Puy du Fou. Je ne crois pas, non. Il ne sera pas au premier tour de la présidentielle. Il sera au premier tour, vous avez dit, au premier tour de la présidentielle, mais il ne sera pas au second. Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ou de penser ça? Et qui seront les finalistes? Moi, je pense que les Français, quand ils vont être débaillonnés, vont lui faire deux reproches. Ce sera plus ou moins bruyant. Il a mal géré la crise. Par exemple, comme beaucoup de gouvernements aussi, c'est pas le seul. On aurait dû faire comme les Anglais ou comme Israël. Je veux dire. Comme disait Pasqua, il disait, tu sais Philippe, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera à sa place. Et si Pasqua était là aujourd'hui, il dirait, qu'est-ce que c'est que ces conneries d'aller demander à la Commission de Bruxelles, qui n'en a pas la compétence, de s'occuper des vaccins, tout ça pour forcer le peuple français à aimer l'idéologie européenne. Voilà. Bon, donc il s'est planté. La transmission du pouvoir au biopouvoir avec les médecins de plateau qui nous expliquent toute la journée, attendons le prochain variant, il faudra enfermer tout le monde, etc. Bref, il n'a pas dirigé le pays. Sans doute il est trop jeune, il n'a pas d'expérience. Enfin, quand il décide de reconfiner tardivement la France et de sortir du 3e confinement, il le fait contre l'avis des scientifiques aussi. Hein. Oui. Il a fait un choix politique de confiner de manière beaucoup plus light, plus tardivement, moins longtemps. Oui, mais l'erreur initiale, elle pèse sur nous, puisque maintenant, il a expliqué au début, la politique est inférieure à la science. Il l'a dit le 13 mars. Oui. Et ça, c'est terrible, parce que du coup, on a basculé dans la biopolitique. Au sens de Michel Foucault, c'est une société dans laquelle l'hygiénisme d'État est supérieur à tout, à toutes les autres formes de vie. Et la deuxième chose qu'on peut lui reprocher, c'est de laisser la France dans un processus de colonisation. Colonisation de peuplement, on est submergé. Colonisation de conquête, il y a aujourd'hui 200 quartiers qui sont plus français, où la police ne peut plus aller. On en a parlé hier, je peux vous dire, tout autour de moi, j'ai vu des gens dont les familles souffrent et ont peur. Et puis enfin, une colonisation des esprits. Nos élites sont comme les bourgeois de Calais, à genoux à terre, tête cendrée, robe de bure, corde au cou, et ils tendent le trousseau de clés. Ils n'osent plus parler de la France. Et ça serait tellement simple si on retrouvait la fierté française et si on proposait à l'école, aux petits Français de désir, nos drames, nos larmes, nos épreuves, mais aussi la grandeur française. Parce qu'un peuple qui crée, c'est un peuple qui retrouve sa fierté. Redonnez-leur fierté et vous verrez qu'ils créeront. Après, pourquoi il ne serait pas au second tour? Et qui pourrait être au second tour? Alors, je pense que un peuple enfermé n'a jamais voté pour son geôlier.
Et quand vous regardez ce qui s'est passé en Angleterre... L'alternative aujourd'hui... Non, mais regardez Churchill, regardez Clemenceau qui étaient des vainqueurs. Ils n'ont pas pu continuer, malgré tout. Les peuples sont ingrats et ils sont parfois justes. Et en l'occurrence, la Macronie, cette idée de la mondialisation heureuse, elle a échoué. Regardez, il y a quelques années, quand je venais vous voir, on parlait du souverainisme. À l'époque, bon, je faisais du cabotage, comme on dit dans le Vendée Globe, parce que il ne fallait pas être souverainiste. Vous êtes souverainiste, oh là là. Bon. La crise a remis au devant. Et là, en souveraineté fait, alimentaire, médicale. Regardez alors, récapitulons les frontières. Le virus n'a pas de frontières. Vous vous souvenez de la phrase fameuse de Macron. Bon, on a vu. Ensuite, la souveraineté en matière pharmaceutique, on découvre que 80% des principes actifs sont fabriqués en Asie. Ouais. Ensuite, je me souviens de Madeleine, Giscard et tous les autres, au moment de la création de l'Organisation commerciale du monde, l'OMC, ils disaient la religion des flux. On va remplacer les murs par des ponts, la fraternité cosmique, un grand marché planétaire de masse, un monde sans cloison, les chaînes de valeur globale. On a vu ce que ça donne. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils disaient « Mais t'inquiète pas, Philippe, si on n'a plus de stock, mais on sera livré, les Chinois, etc. » C'est-à-dire que la mondialisation heureuse s'accompagnait d'un sourire, des ravis des santons de Provence. Et puis il y a un petit grain de sable qui est venu là. Et puis voilà. Et donc en fait, je me souviens très bien, au moment de Maastricht, les hommes politiques, toutes tendances confondues, qui disaient on n'a plus besoin d'industrie. Maintenant, on va se reconvertir dans le tertiaire et le quaternaire. On va laisser l'industrie aux Chinois. Elle a du bon, puisqu'on cherche à relocaliser, à mettre des moyens. Voilà. Alors justement, ça va vous satisfaire. Je reviens juste sur... Oui, mais enfin, regardez avec l'écocide, le délit d'écocide, moi je connais 2 chefs d'entreprise amis de Vendée qui disent « nous ne reviendra pas ». Parce qu'on a trop peur de se faire gauler. Voilà. Parce que cette pénalisation écologique de l'entreprise, la précautionnite, qui va au-delà du principe de précaution, elle décourage beaucoup de créateurs qui se disent on ne peut plus créer en France. Ouais. Pour vous... À cause des Khmer verts. Ouais. Et aussi de la techno. Parce que pour vous, ces nouvelles habitudes qu'on a prises pendant, habitudes technologiques, pendant les différents confinements, vont devenir quelque part une nouvelle norme, c'est ça votre peur, c'est ça? Et qu'on devienne des citoyens numériques. Des citoyens numériques, c'est ça pour vous le... En fait, il faut savoir que Google... est en train de travailler sur ce qu'ils appellent l'immortalité. En d'autres termes, avec le puçage universel, ce qui se prépare, c'est l'intrusion dans le fort intime. C'est déjà commencé. Mais le jour où les géants du numérique et la classe dirigeante seront capables, vous, David, de vous scanner, de vous géolocaliser comme une fourmi errante, de savoir le livre que vous avez acheté, de tout savoir sur vous, alors Big Brother sera reçu comme un rigolo de kermesse. Mais en même temps, vous n'êtes pas opposé à la digitalisation, encore une fois, au numérique, peut-être à la robotisation. J'imagine que au Puy du Fou, vous digitalisez, vous êtes sur le site internet, vous achetez des mots-clés peut-être, je ne sais pas, vous utilisez tout ça aussi. Le chef d'entreprise qui est devant moi se sert de tous ces outils technologiques pour le meilleur, mais aussi pour le pire, mais pour le meilleur. Je vais répondre, ce n'est pas parce qu'il y a l'électricité qu'il faut aller pisser sur une clôture. Hein. Voilà. C'est ce que me disait mon voisin. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'électricité c'est bien, mais ça peut électrocuter si ça devient une fin. Voilà, Et donc le numérique, la numérisation du monde, si elle doit tuer la société de voisinage, regardez l'affaire du masque là en ce moment. Si on doit tous être masqués, passer sous l'empire de l'hygiénisme d'État, ça veut dire que la santé, qui n'est pas une valeur, qui est un bien, devient une valeur, un absolu. Moi, je mets au-dessus de la santé, encore au-dessus de la santé, qui est un bien précieux, des valeurs fondamentales, sans lesquelles il n'y a pas de société, sans lesquelles il n'y a pas le serment de 14, sans lesquelles il n'y a pas de résistant en 40. Le courage, l'amour, aimez-vous les uns les autres, c'est plus important encore que la santé. Et donc là, on a fait de la santé un absolu, c'est-à-dire au sens prophylactique. Si on continuait avec cet hygiénisme d'État, alors on ne sera plus dans une société de création et on ne sera plus dans une société de voisinage.
Et donc, ce capitalisme de surveillance tue l'âme. On devient une infirmerie. Voilà. Ouais, autant, c'est vrai qu'il y a des vrais sujets, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, et vous avez raison. Autant, j'ai lu Le Monde vous reproche de recycler dans votre bouquin cette infox, Philippe de Villiers, cette fake news sur la simulation de l'épidémie de Covid en 2019. Une théorie du complot qui a été reprise, c'est ce que dit Le Monde, et qui dénonce le rôle des élites dans la survenue, encore une fois, de l'épidémie. Je ne sais pas si pour ceux qui nous regardent, ils ont vu le truc passer, mais en gros, le quotidien dit c'est une contre-vérité. Peut-être que d'ailleurs vous avez été abusé vous-même, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que il y a une simulation, et vous avez raison, qui a eu lieu manifestement, en croire Le Monde, une simulation qui a eu lieu en octobre 2019. Un exercice qui a été appelé Event 201, organisé par le Centre Johns Hopkins, le Forum économique mondial, la Fondation Bill et Melinda Gates, et apparemment qui ne prédit pas d'épidémie, mais qui décrit ce qui pourrait arriver si une épidémie de type porcine, Covid porcin se passait au Brésil. Est-ce que vous-même... Voilà, vous le racontez. Est-ce que vous n'êtes pas fait vous aussi un peu balader avec ce truc? Ou est-ce que Le Monde, alors qui dit vrai, qui dit faux? Compliqué, alors, l'exercice de simulation, Le Monde. Simulation, ça ne veut pas dire prédiction. Première réponse. L'exercice de simulation, c'est pas moi qui dis exercice de simulation. C'est l'université Johns Hopkins. Ouais. Vous allez sur Internet, je donne toutes les références. Ouais. Et vous avez cet exercice de simulation sous la forme d'un scénario et d'une mise en scène. C'est très intéressant. Et pourquoi ça m'a alerté? Ce que ne dit pas Le Monde. Parce que c'est un exercice d'anticipation, le mot est utilisé par le journal Le Monde, et par tous les participants. Et autour de la table, il n'y a que des puissances privées. Il n'y a pas de puissance publique. Et ça me dérange. C'est-à-dire, il y a Johnson & Johnson, il y a Bill Gates, il y a le forum de Davos, et on a l'impression qu'ils se préparent pour eux-mêmes à quelque chose qui va survenir, puisque c'est un exercice de simulation d'un coronavirus, d'une pandémie de coronavirus à partir d'une épidémie porcine, vous venez de le dire. Et en fait, quand j'ai vu que Le Monde disait cela, j'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert qu'en fait Le Monde reçoit des aides de Bill Gates, qui est l'âme de cet exercice de simulation. Et des sommes, j'aurais pu les apporter, j'ai le bordereau, si vous voulez, je le tiens à votre disposition. Donc évidemment, le journal n'est pas tout à fait objectif, mais je vais plus loin que ça. Et je réponds au cœur de votre question. Qu'est-ce que ça veut dire cet exercice de simulation? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui se doutaient de quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ont inventé le virus, pas du tout. Pas du tout. Parce que dire que les géants de la tech profitent de l'épidémie, c'est une chose. Dire qu'ils en sont l'instigateur, non. Alors je n'ai pas dit ça. Ah, voilà. David, je dis ceci. Il y a eu un exercice de simulation. Cet exercice montre qu'il y a des gens qui s'y préparaient. Bon. Pourquoi? Parce que quand on crée un monde pathogène, sans cloison, sans frontières, il faut s'attendre au pire. Il y a des milliards de bactéries qui circulent. Les frontières sont faites pour ça. À partir du moment où on veut démolir les frontières pour faire un marché planétaire de masse, on prend ce risque. Et ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est Klaus Schwab, qui a écrit un livre qui est paru le 2 juin. Du Forum économique de Davos. Voilà, le 2 juin 2020, en pleine pandémie, et qui dit, le titre c'est La grande réinitialisation, Covid-19, la réinitialisation du monde. Je me suis dit, vache. Pour un monde meilleur, décarboné. Oui, attendez, justement. Et dans ce livre, il dit, il faut que la pandémie, écoutez-moi bien, je vous écoute bien, soit une fenêtre d'opportunité. Ah, une fenêtre d'opportunité. Pourquoi faire? Pour la digitalisation du monde. En d'autres termes, le Forum de Davos, à travers ce livre, explique que la pandémie de coronavirus doit être utilisée pour développer la numérisation du monde et faire la fortune de la big tech. C'est exactement les profiteurs d'épaves qui exultent à l'idée du prochain naufrage. Bon, en attendant, c'est tout sauf un naufrage, c'est le Puy du Fou qui a rouvert donc le 19 mai et dont les attractions... Non, vous n'avez pas rouvert, vous attendez l'ouverture des attractions. C'est insensé, vous avez passé un petit SMS au Premier ministre pour lui dire, mais vous vous rendez compte que... Non, je ne passe plus de SMS, non. Plus de message, plus rien. Non, c'est pas la peine. Tiré par perte des profits. Mais ce qui est intéressant, c'est moi j'étais à Tolède, là, on a créé le Puy du Fou Tolède depuis le 15 mars, aucun problème, ça marche très bien. Voilà.
Bon. Et, Voilà. si vous faites la comparaison entre la France et les pays voisins, on est quand même sacrément à la traîne. Bon, même si sur le vaccin, on a rattrapé un peu notre retard. Ah oui, d'accord. Oui. Non, Oui. 20 millions. Oui, oui, Les 20 millions ont été tenus. Hein. Oui, alors il y a le pass sanitaire. Hein. Alors le pass sanitaire, par exemple, pour les festivals cet été, ils vont comprendre leur douleur. Parce qu'il y a une partie des Français qui ne sera pas vaccinée. Et le pass sanitaire, il est par définition discriminatoire et liberticide. Voilà. Sans compter que le pass sanitaire, c'est la porte d'entrée pour l'identité numérique, voulue par les Nations Unies. Et un grand consortium américain, dont fait partie Microsoft, pour permettre le puçage à terme, comme l'a fait Bill Gates au Malawi et au Kenya. C'est dans mon livre, avec les références dans le monde, 19 décembre 2019, le puçage. Simplement, quand vous montrez votre puce, vous montrez votre intérieur, pas simplement la santé, mais comme en Chine, ce qu'on appelle le crédit social. Ouais. Et donc, si jamais, à terme, vous achetez un livre de Philippe de Villiers, on pourrait être sanctionné. Ben, on pourrait vous dire, vous perdez un point. Vous voyez, c'est-à-dire c'est système de points. Oui, là, c'est... Donc voilà, dernier livre, signé Philippe de Villiers. C'est le jour d'après. Est-ce que je ne savais pas, et vous non plus, c'est chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Au revoir.